BFM Politique. Benjamin Duhamel. Regardez BFM Politique, l'invité aujourd'hui Marion Maréchal. Juste avant de commencer cette interview, Marion Maréchal, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez interroger directement notre invité avec ce QR code que vous pouvez flasher. Il apparaît à la droite de l'écran et nous relayerons tout au long de l'émission vos questions. Marion Maréchal, commençons, si vous le voulez bien, par aborder la menace terroriste. Ce matin, dans les colonnes du Parisien, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, craint la relance après les massacres du 7 octobre en Israël d'une dynamique du côté, je cite, de l'international djihadiste. Et face à cela, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit n'avoir aucune question taboue. Il n'y a donc pas de laxisme, comme que vous cessez de le dénoncer ? Si, il y a évidemment un laxisme pour une raison simple, c'est qu'il a fallu attendre une nouvelle fois qu'il y ait un professeur tué et une menace extrême qui se manifeste de différentes manières, à la fois par la multiplication des actes terroristes, des actes antisémites, mais aussi de signalements sur la fameuse plateforme, sur des actes et des propos tenus qui sont également des appels à la haine et l'apologie du terrorisme. 500 signalements dans nos écoles à la suite de la minute d'hommage à ce professeur qui a été tué, pour que enfin... Pardon Marion Maréchal, mais on va y revenir tout à l'heure, mais des propos très forts de Gabriel Attal qui a dit... Oui, dans les cas les plus graves, il y aura des exclusions. Donc, non, mais quand on vous écoute, on a toujours le sentiment que le gouvernement ne fait rien. Là, en l'espèce, il y a des choses qui sont faites. Je vais vous le dire beaucoup plus clairement ça. Je considère que ce gouvernement, et en particulier Gérald Darmanin, n'a plus aucune légitimité et aucune crédibilité pour aller aujourd'hui devant les Français mener une réforme, soi-disant, sur la question de l'immigration. Quand on est le gouvernement et le ministre, en l'occurrence, qui est responsable du record historique sous la 5e du nombre d'entrées légales et illégales dans notre pays, de l'augmentation massive de la criminalité. C'est-à-dire que vous demandez sa démission comme l'a fait Jordan Bardella ? Je regarde ce qui s'est passé par exemple en Belgique récemment suite à l'attentat qui a eu lieu, où en l'occurrence le ministre de la Justice, lui, a pris ses responsabilités, a considéré qu'il y avait eu une défaillance de l'État. Et donc par honneur, la situation est très différente. Rappelons qu'en Belgique, c'est parce qu'il y avait une demande d'extradition de la part de la Tunisie qui était passée sous les radars. Il n'y a rien de similaire en France. Et pardon, quand l'attentat de Nice a lieu sous le ministère de Gérald Darmanin et qu'il s'agit, rappelons-le quand même, d'un clandestin tunisien passé par Lampedusa et qui, une semaine après, va tuer des gens dans une église, quand il s'agit de Samuel Paty et d'une famille radicalisée, d'un homme radicalisé qui a obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire aux frais de la France, là, il n'y a pas de défaillance de l'État. Excusez-moi, mais bien sûr qu'il y a une défaillance de l'État. En l'occurrence, cet homme avait été signalé par les collègues, par les professeurs au sein de l'établissement, sans que rien n'ait été fait. Il n'y a pas eu d'avant et d'après, c'est ce que je vous dis. Et en parallèle de ces mesures, alors Monsieur Darmanin d'ailleurs fanfaronne, ce que je trouve absolument extraordinaire, alors que dans le même temps et dans la même année qu'il annonce un certain nombre d'expulsions, il a fait rentrer près de 400 000 personnes sur le territoire. Vous êtes choqué par les postures à tout craindre, Gérald Darmanin, depuis 10 jours dans les médias, qui ne cesse de rappeler son bilan au ministère de l'Intérieur, notamment en termes d'expulsion ? Alors moi, je vais vous rappeler, une fois de plus, un autre bilan, qui est celui des fameuses 400 000 entrées légales, pour ne parler que de celle-ci, en parallèle de ces 89 expulsions. Je rappelle quand même que sur les 14 derniers attentats, 8 ont été commis par des personnes de nationalité étrangère, et sur les 45 attentats ou tentatives d'attentats depuis 2015, 90%, je dis bien 90%, ont été commises par des personnes de nationalité étrangère ou d'origine immigrée extra-européenne. Avec aussi beaucoup de terroristes qui étaient nés en France. Donc, il y a le sujet de l'immigration légale avec les chiffres que vous évoquez, mais il y a aussi la question de la lutte contre le terrorisme avec Gérald Darmanin qui dit on n'a jamais expulsé autant d'étrangers radicalisés. Ça, vous ne lui donnez en aucun cas quitus de ce qui a été fait ? Je ne lui donne pas quitus parce que je trouve son attitude d'un cynisme insupportable. BFM Politique. Benjamin Duhamel. Marion Maréchal, invité de BFM Politique, veuillez nous excuser pour cette interruption évidemment indépendante de notre volonté. On reprend donc ce questionnement. Anne, une question sur la loi immigration de Gérald Darmanin. Absolument. Parmi les propositions du ministre de l'Intérieur, il y a, pour lutter contre la menace terroriste, il y a notamment cette possibilité de retirer son titre de séjour à tout individu étranger ne respectant pas les valeurs de la République. Est-ce que c'est une idée que vous soutenez ? Pardon, je le redis, madame, et je vais répondre plus précisément à votre question, mais je considère que Gérald Darmanin n'a plus aucune crédibilité et légitimité. Ça veut dire qu'avant même de modifier la loi, et il y a des choses à faire indéniablement, commençons peut-être par appliquer celles qui existent. J'écoutais la fois dernière le préfet des Alpes-Maritimes qui a dit publiquement qu'il y avait, ne serait-ce que dans le département des Alpes-Maritimes, plusieurs centaines de personnes suivies pour islamisme et des dizaines, je dis bien des dizaines, ce sont ces mots, de personnes expulsables. Voilà, expulsables en l'état actuel. Et donc c'est une bonne idée. En l'état actuel du droit. Donc, à partir du moment où Gérald Darmanin n'a pas été capable, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur depuis 3 ans, d'expulser déjà ces personnes que le droit permette d'expulser. Quand je le vois aujourd'hui parler des frères musulmans,
en expliquant que c'est une organisation dangereuse. Parce que les Frères musulmans, sachez-le, c'est une organisation... Non, mais parce que c'est important. S'il vous plaît, juste pour le bonheur de cette interview, Anne vient de vous interroger sur une proposition précise. Non mais d'accord, moi je veux bien vous répondre sur les mesures techniques et je vais vous répondre sur les mesures techniques, mais parlons de l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'un ministre qui dénonce aujourd'hui l'infiltration des Frères musulmans, organisation, je le rappelle, islamiste, qui est liée au Hamas, et que dans le même temps, ce même ministre, par le passé, a visité le lycée Averroès, qui est rattaché aux Frères musulmans, a visité et félicité d'ailleurs les responsables de la mosquée de Bussy-Saint-Georges en 2022, liés aux Frères musulmans, qu'aujourd'hui... Si je fais la traduction, ça veut dire quoi? Que Gérald Darmanin, il est complice de l'islamisme politique? Mais il faut savoir, soit les Frères musulmans est une organisation dangereuse et condamnable, et qui participe du djihadisme en France et du risque terroriste, et dans ce cas-là, faut peut-être pas aller visiter leur organisation, il faut peut-être pas les utiliser comme interlocuteurs semi-officiels à travers l'organisation des musulmans de France. Les Frères musulmans ne sont pas des interlocuteurs du gouvernement aujourd'hui, vous pouvez pas dire ça. Ah bon, l'organisation des musulmans de France, c'est pas l'ex-UOIF lui-même lié aux Frères musulmans. Tous les islamologues aujourd'hui qui sont pensés sur le sujet affirment cela, y compris Gilles Kepel. Considérez qu'il y a une complaisance du gouvernement vis-à-vis des Frères musulmans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une complaisance, en tout cas c'est à minima de la cécité, de la naïveté. Parce qu'aujourd'hui, ces mosquées, elles ont été identifiées pour la plupart. Un rapport parlementaire lui-même parle de pas moins de 194 mosquées sur le territoire, et c'est un chiffre bas lié aux Frères musulmans. Nous savons qu'il y a 285 associations qui sont également liées à eux. Donc une fois plus, madame, je veux bien vous répondre sur les grandes annonces de Gérald Darmanin et les bicets. Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. Sur le principe, voilà. Mais la situation, c'est quand même celle-ci. Séjour à des étrangers fichés S radicalisés. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous le feriez? Évidemment que ça veut dire ça devrait être absolument évident, enfin naturel. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'il faut en effet que la loi soit adaptée, mais au-delà de la loi, nous faudrait même une réforme constitutionnelle. Et on nous parle aujourd'hui de cette loi, dans laquelle d'ailleurs je rappelle qu'il est également prévu la régularisation massive des clandestins sur le territoire. Sur ce sujet, dans les colonnes du Journal du Dimanche, Gérald Darmanin ouvre la porte à la possibilité d'abandonner cette disposition pour précisément qu'il y ait un compromis. Il rechange d'avis, quel magnifique communiquant. Ça veut dire que si vous étiez encore député aujourd'hui, ce projet de loi immigration... Je vous donne un autre exemple. Vous le voteriez? Je vais vous donner, on va voir ce qu'il y a précisément dedans, mais si évidemment ça va dans le bon sens, il faudrait le voter. Il y a une dizaine d'amendements qui vont être rajoutés pour durcir encore les conditions. Je vous donne un exemple, parce que vous voulez aller sur la technique de ce projet de loi. Parlons-en. Typiquement aujourd'hui, il y a à peu près 170 recours possibles. Vous savez, quand vous êtes menacé d'expulsion, à aucun moment le ministre n'affirme qu'il supprimera un certain nombre de ces recours. Il dit simplement qu'on va optimiser le délai de traitement. Voilà. Bon, ça me paraît quand même pas d'une rupture fondamentale avec ce qui est fait. La difficulté, maintenant, c'est que les pays d'accueil, les pays d'origine des personnes qui doivent être expulsées ne jouent pas le jeu aujourd'hui. Et il y a une vraie difficulté aujourd'hui du gouvernement français à pouvoir ramener ces personnes en situation irrégulière. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous avons besoin d'une réforme législative, c'est indéniable, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de freins aux expulsions. C'est dommage de s'en rendre compte après qu'il y ait eu autant de morts et après que nous soyons contraints d'être soumis à une telle menace. Il y a des blocages constitutionnels. Et de ce point de vue-là, même au-delà de ce projet de loi immédiat, je m'étonne que le président de la République ne propose pas une réforme de la Constitution à travers l'article 11, exactement comme l'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle permettant de consulter les Français sur la question migratoire. Exactement, sachant qu'il y a aujourd'hui, je ne vais pas y revenir, un très large consensus de la population. C'est prévu. Oui, non, mais ce que là, ce serait possible tout de suite. Et il y a aujourd'hui des blocages au niveau constitutionnel, qu'il s'agisse du regroupement familial, qu'il s'agisse de la potentielle extension de la déchéance de nationalité, par exemple, qui pourrait être traités au niveau constitutionnel. Le fait aussi que dans la Constitution, à travers une loi constitutionnelle, nous pourrions rendre la possibilité pour le gouvernement de pouvoir expulser sans aucune limite ou restriction. Tout cela pourrait être traité dans une loi constitutionnelle. C'est important, ce que vous dites pour rebondir sur la réponse que vous venez de faire à Olivier Beaumont. C'est difficile. Si la loi va dans le bon sens, bien sûr que je la voterai. Mais je veux dire, c'est pourquoi vous n'êtes pas député au Parlement, mais là on est dans une situation où les Républicains disent en l'état, on n'en veut pas. Le RN, Marine Le Pen ni Jordan Bardella ne laissent la moindre possibilité qu'ils soutiennent cette loi. Vous dites, si il y a des mesures efficaces, il faut la soutenir. Si dans le texte de loi, par exemple, on permet la possibilité de pouvoir expulser des personnes qui sont arrivées avant 13 ans sur le territoire national, ce qui est passé aujourd'hui, évidemment qu'il faudrait la voter. Maintenant, j'y reviens, c'est-à-dire allons sur ce texte législatif, très bien, mais pourquoi
ne pas aller vers le peuple français? Pourquoi s'astreindre, comme le veut aujourd'hui le gouvernement, à des petits bidouillages politiciens pour essayer d'obtenir des majorités bancales, alors qu'il y a un consensus dans la population française, un consensus. C'est populiste de dire ça, on va demander aux Français, mais s'il n'y a pas de laissez-passer consulaire, on ne peut pas expulser ces personnes, les Français n'y pourront rien en réalité. Très bien, mais alors sur les laissez-passer consulaires, on peut leur donner l'illusion qu'on va les consulter, qu'ils ont un les laissez-passer consulaires, c'est une partie du problème. Je rappelle quand même que, par exemple, l'expulsion des fichiers S radicalisés. Sur le terroriste de Samuel Paty, et en l'occurrence celui de Dominique Bernard, précisément en 2014, la Russie avait donné le laissez-passer consulaire. Il l'avait eu. Voilà. Et ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, compte tenu des relations que nous entretenons avec la Russie, il est plus difficile de se dire qu'ils vont accueillir un ingouche radicalisé. Il faut évidemment rouvrir un dialogue sur ce point précisément. Maintenant. BFM Politique. Benjamin Duhamel. Vous regardez BFM Politique, invité Marion Maréchal. Veuillez nous excuser encore une fois pour cette coupure, évidemment indépendante de notre volonté. Certains individus dans le public de cette émission avaient fait le choix d'être ici pour interrompre cette émission. Et donc, il n'y a plus de public sur ce plateau et on espère pouvoir continuer cette discussion. Marion Maréchal, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a proposé jeudi de sortir des établissements scolaires les mineurs radicalisés susceptibles d'être dangereux. Plusieurs dizaines, a-t-il dit. C'est une bonne idée ? C'est évidemment indispensable, parce qu'il faut pouvoir garantir la sécurité des professeurs et des élèves, et même, j'ai envie de dire, l'harmonie et la cohésion des classes que j'imagine perturbées par ce genre de comportement et d'attitude. Donc il faut pouvoir maintenant trouver des solutions d'accueil dans des internats spécialisés, encadrés peut-être d'ailleurs sur le plan militaire, pour pouvoir faire en sorte de les suivre. Voilà. Mais dans un premier temps aussi de s'assurer que ceux qui sont de nationalité étrangère, une fois de plus, ne puissent pas se maintenir sur le territoire. Là, on parle uniquement de ceux qui sont français. Vous dites encadrement militaire, c'est-à-dire que selon vous, il faudrait les mettre dans des centres gérés par l'armée ? Il faudrait en effet qu'il puisse y avoir un encadrement, à mon avis, spécifique, particulièrement sécurisé, qui s'adapte à ces profils, qui s'assure également qu'ils ne soient pas dans un fonctionnement classique d'établissement dans lequel ils puissent aussi s'auto-alimenter, bien sûr, dans cette. Oui, sauf que si vous les mettez ensemble, c'est un peu le danger. Oui. Pardon, alors après, moi, je vais vous le dire très franchement. Je ne me pose même pas la question de savoir s'il faut les sortir, quelles que soient les conséquences derrière, pour une raison simple, c'est que le fait que des élèves qui, vraisemblablement, pour certains, regardent des vidéos de décapitation de l'État islamique, sachent lire et écrire, c'est le moindre de mes soucis, je vous le dis franchement. Donc maintenant, il faut trouver une solution alternative. C'était pas ma question. Ma question, c'est si vous les mettez tous ensemble dans le même centre, vous avez un risque, comme on a pu le voir en prison, de mineurs qui se s'auto-engrainent dans un processus de radicalisation. Tout dépend d'ailleurs. On peut parler des sujets des prisons, mais c'est parce que malheureusement, les prisons ne sont pas équipées et adaptés aussi pour pouvoir traiter correctement ce genre de cas, et que justement ils sont regroupés. Mais après, tout dépend de la manière dont ensuite fonctionnent ces établissements, des contacts qui sont autorisés ou pas, et de l'organisation, et une fois de plus dans l'encadrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une réponse adaptée, mais le préalable, une fois de plus, j'y reviens, c'est d'abord se donner les moyens d'expulser ceux qui sont de nationalité étrangère et dont je rappelle qu'ils constituent une part significative, non seulement des fichiers S pour islamisme, mais aussi de tous ceux qui ont commis des attentats terroristes. Avant une question d'Olivier sur la sécurisation des établissements, juste vous dites, et je reviens parce que c'était ce qu'abordait Anne avant l'interruption, vous dites qu'il faut les expulser. Mais si vous étiez au pouvoir et que vous aviez un pays comme la Russie qui vous dit « je ne veux pas accueillir ce ressortissant qui s'est radicalisé sur votre territoire, donc je ne vous donnerai pas de laissez-passer consulaire ». Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que ce que fait le gouvernement aujourd'hui ? J'entends ça en permanence. Alors on a à peu près en France 7% d'exécution réelle des OQTF dans notre pays. Les obligations de quitter le territoire Mais français, ce qui est quand même curieux, c'est que pour ne prendre que des exemples au sein de l'Europe, la plupart des autres pays parviennent à avoir des taux d'exécution beaucoup plus importants. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils donnent beaucoup moins d'obligations de quitter le territoire français. Beaucoup plus importants. Donc il y a manifestement des canaux diplomatiques qui sont possibles, et nous avons, alors en l'occurrence là, il y a une rupture de liens diplomatiques avec la Russie pour des raisons que vous connaissez. Il faut à mon avis les rouvrir sur ce sujet, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir sur le territoire des personnes dangereuses pour les Français. Et en ce qui concerne un certain nombre de pays d'origine des fichiers S islamistes et des terroristes, je pense notamment bien sûr à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, on a vu aussi des Soudanais, on a vu des Syriens, on a vu des Maliens. Là, la France a quand même des moyens de pression dans ces pays qui sont très importants. Je rappelle qu'il y a des transferts d'argent qui participent de manière considérable au PIB de ces pays. Il y a des visas extrêmement généreux qui sont accordés, il y a des faveurs qui sont également accordées, ne serait-ce que pour l'accueil et les soins. Je rappelle qu'au moment où le gouvernement algérien nous crachait au visage, on accueillait des
responsables algériens dans le pays pour pouvoir les soigner. Donc il y a aujourd'hui des outils de pression diplomatique, je pense également à l'aide française au développement, qui ne sont pas utilisés pour pouvoir obtenir enfin la bonne volonté de ces États. Sur la question de la sécurisation des établissements scolaires, Laurent Wauquiez, cette semaine dans les colonnes du Parisien, propose d'expérimenter dans sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, la reconnaissance faciale. Alors, pour préciser ce que ça serait, c'est l'utilisation d'un logiciel qui reconnaîtrait les jeunes qui seraient inscrits dans les fichiers de radicalisation. Est-ce que c'est une bonne piste, la reconnaissance faciale? Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est toujours pareil. Soit on traite le problème à la racine, soit on traite le problème en aval. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a 5300 fichiers S pour islamistes dans notre pays. C'est les chiffres du ministère. Il est extrêmement complexe pour nos services de renseignement, même si on y met des moyens considérables, de pouvoir les suivre à la trace. Donc le problème, c'est que si on se contente uniquement de réponses technique et sécuritaire, on peut mettre en place en effet un État policier, on peut mettre un policier derrière chaque citoyen. Le souci, c'est d'abord en amont celui de la politique migratoire, celui de la politique d'exécution des OQTF, celui également de la politique d'accès à la nationalité, voire de l'extension de la déchéance de nationalité, et celui de la réponse pénale. Parce que la réponse pénale n'est pas non plus toujours au rendez-vous pour protéger les citoyens. Donc ce serait un État policier si on mettait en œuvre ces propositions-là. Ça participe d'une ambiance générale, c'est-à-dire qu'en fait, comme on ne peut pas traiter les problèmes à la racine... On n'a pas l'habitude de vous entendre utiliser ce genre d'argument. Moi, je n'ai rien contre des outils de sécurisation, si vous voulez, à court terme, mais le souci, c'est qu'à un moment donné, posons-nous les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là, et je ne suis pas sûre que ce soit en mettant des caméras de reconnaissance faciale partout dans le pays qu'on règle le problème. Voilà. Donc je trouve que ça n'est pas la réponse à la mesure de la difficulté. Question d'Anne Sera-Dubois sur la situation au Proche-Orient. Sur absolument la situation dramatique au Proche-Orient. Alors Israël dit vouloir intensifier ses frappes sur Gaza. Ces dernières heures, il y a une vingtaine de camions camions humanitaires qui ont réussi à transiter via Rafah en Égypte. Est-ce que la situation humanitaire des populations civiles de Gaza sur place vous inquiète ? Alors moi, j'ai tout de suite demandé à ce qu'il puisse y avoir justement un couloir humanitaire qui soit ouvert à Rafah pour permettre justement que les populations aient accès à de l'eau, de la nourriture, des médicaments. Donc je me réjouis de cela parce qu'une fois de plus, on ne peut pas entendre qu'il y ait une punition collective des populations et surtout des femmes et des enfants. Voilà, maintenant, je vais vous dire, je comprends la volonté d'Israël de répondre. Je rappelle qu'ils ont quand même près de 200 otages qui sont encore retenus. Donc, il est légitime qu'ils aient envie de se défendre. Maintenant, je ne suis pas moi-même militaire. Je n'ai pas toutes les indications de renseignement de Tsahal et je n'ai pas la réponse militaire à vous donner. Mais ce qui est sûr et le message qui doit être passé et entendu, c'est qu'il ne doit pas y avoir de punition collective. Et au maximum, les populations civiles doivent évidemment être protégées. Donc, si on vous comprend bien, il n'y a pas pour vous de soutien inconditionnel à la riposte israélienne. Vous les appelez au fond à une sorte de retenue. Moi, je peux pas dire à un État, bien sûr, bombardons les populations civiles sans aucune. Je ne crois pas d'ailleurs. Il y a des forces politiques qui, plus ou moins, mettent en avant le sort des victimes civiles à Gaza. Vous voyez bien que tous les discours ne sont pas équivalents. Je ne crois pas d'ailleurs, de ce que j'entends et de ce que je vois du gouvernement israélien, qu'ils aient pas la volonté de protéger à minima les populations civiles. D'ailleurs, il y a eu des demandes d'évacuation de certains territoires. Donc j'ose espérer, et je ne les soupçonne pas, de vouloir faire un maximum de dégâts par les populations civiles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas y avoir de punition collective. Une fois de plus, il y a des femmes et des enfants qui n'ont rien demandé. Mais vous avez l'impression que cette punition collective, en ce moment, elle a commencé, il y a déjà des excès dans la riposte israélienne? Le problème, si vous voulez, c'est qu'une fois de plus, c'est très compliqué d'avoir une réponse militaire sur ce qu'il faudrait faire. Parce que le Hamas utilise les populations civiles en bouclier. On le sait, le Hamas utilise des centres de commandement et cache les armes bien souvent derrière les écoles et les hôpitaux. Donc il y a un discernement à avoir de la part de Tsahal avec des éléments dont je ne dispose pas et qui sont, j'imagine, très complexes à mettre en œuvre. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, une fois de plus, et j'y reviens, c'est, au-delà de la situation géopolitique israélo-palestinienne qui est dramatique et qui doit appeler notre soutien, évidemment, vis-à-vis des populations et des victimes israéliennes, nous avons aussi le devoir d'en tirer les conclusions en France et en Europe. Quand le fondateur du Hamas, je le rappelle, quelques jours après l'attaque du Hamas, qui lui-même est aujourd'hui hébergé au Qatar, fait un appel au djihad international et que nous en voyons les conséquences directement en France, une fois de plus, posons-nous la question de l'infiltration islamiste, d'une 5e colonne islamiste dans notre pays, qui trouve dans le vivier, notamment l'immigration extra-européenne et musulmane, malheureusement des agents et des acteurs qui passent à l'acte.
C'est cela que nous devons regarder. On va y revenir dans un instant sur la question du Qatar, mais une question d'Olivier sur la position française. Un mot sur la diplomatie et on parlera du Qatar dans quelques instants. Cette semaine, Marion Maréchal, Joe Biden s'est rendu en Israël, Olaf Scholz, le chancelier allemand également, et le Premier ministre anglais Rishi Sunak aussi. Est-ce que vous regrettez que le président de la République, Emmanuel Macron, ne se soit pas encore rendu sur place? On sait qu'il y a la difficulté, la gestion des disparus et otages aussi, qui a à gérer. Le président a dit qu'il s'y rendrait dans les prochains jours ou prochaines semaines, quand ça sera utile, je cite ses propos. C'est déjà trop tard pour vous? Moi, ça ne m'aurait pas paru légitime qu'au regard des atrocités qui ont été commises et du traumatisme, et surtout du fait que nous ayons également des otages français et des victimes françaises dans ce drame, que le président de la République puisse s'y rendre et manifester ainsi sa compassion et son soutien à Israël et à la population israélienne. Voilà, je ne sais pas ce qui a conduit à ce choix, qui peut paraître en effet un petit peu surprenant. On a vu des élus s'y rendre. Il a été question à un moment donné que vous alliez sur place? Moi, je n'ai pas prévu d'aller sur place, mais le président de la République, en effet, aurait pu y aller. Maintenant, ce qui m'intéresse, une fois de plus, c'est quelle réponse, quelle conclusion. Et peut-être faudrait-il d'ailleurs se poser à travers cela, aujourd'hui, la question du rôle du Qatar, qui est aujourd'hui à la fois l'intermédiaire, on l'a vu pour les otages avec les États-Unis, et le sponsor du Hamas. Je vous l'ai indiqué à l'instant, il héberge l'un des fondateurs du Hamas. Or, le Qatar, rappelons-le quand même, a des liens particulièrement privilégiés avec la France depuis un certain nombre de gouvernements, notamment des accords fiscaux particulièrement généreux. On sait l'influence qu'il peut avoir dans un certain nombre de nos banlieues à travers des investissements d'ordre socio-économique, culturel et même parfois religieux. Va-t-on, une fois de plus, en tirer les conséquences et les conclusions? Précisément sur la question des otages, on est en train de comprendre que le Qatar a un rôle clé, pivot, en tout cas dans le maillage diplomatique pour essayer de faire dialoguer les gens pour la libération des otages. Couper les relations diplomatiques avec le Qatar, ça nous aurait empêché peut-être une grosse... Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Pour faire libérer nos... Vous vous rendez compte de ce que vous dites, si je suis votre raisonnement? C'est de la réelle politique en réalité. Est-ce qu'on dit on ne parle pas au Qatar? Là, il y a des Français disparus, il y a des otages. De faire, Alors, voilà, je suis votre raisonnement. Donc aujourd'hui, le Qatar est un intermédiaire avec le Hamas. Pourquoi? Parce qu'il est Attends. Il est un intermédiaire avec le Hamas, c'est lui qui a permis la libération des otages américains. Alors déjà, c'était une émission assez désagréable parce qu'on a été interrompu 2 fois. Si je ne peux pas finir une phrase, franchement, c'est compliqué. Je précise ma question. Voilà. Donc pourquoi le Qatar a été un intermédiaire privilégié avec le Hamas? Pour une raison simple, c'est qu'il est son sponsor. Je viens de vous le dire, je ne vais pas le réexpliquer. Il finance une partie du Hamas, il héberge un certain nombre de ses hauts dignitaires. Donc c'est un sponsor. Voilà. Et sur le plan idéologique, évidemment, ils sont extrêmement proches dans la défense d'un islam plus que rigoriste, en l'occurrence terroriste. Donc, si je suis votre raisonnement, c'est donc déroulons le tapis rouge au Qatar, laissons les accords fiscaux, laissons-les investir dans nos banlieues, laissons-les se faire développer un islam rigoriste. Comme ça, c'est formidable. Le jour où on aura des otages, qui seront précisément d'ailleurs la conséquence de cette infiltration islamiste, c'est super parce qu'on les aura en intermédiaire. Vous vous rendez compte simplement du délire du raisonnement? Elle n'a pas été formulée comme ça. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au Qatar, nous ne parlons plus avec vous, et dans ces cas-là, effectivement, ça nous donne un inconvénient dans la question des otages, en effet, puisqu'on n'a plus cet intermédiaire. Entre nous, ne parlons pas avec vous. Et vous bénéficiez d'accords fiscaux dérogatoires particulièrement généreux dans notre pays. Mais on est bien d'accord, c'était pas ma question. Il y a peut-être un chemin. Voilà, je dis ça. Il y a beaucoup de pays avec lesquels on n'a pas des relations privilégiées et avec lesquels on a quand même des canaux diplomatiques. Mais on ne rompt de toute façon, il ne faut rompre avec aucun pays. Parce que la réalité, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir des relations, dans tous les cas, pour différentes raisons. Voilà, maintenant, on n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé de dérouler le tapis rouge. On n'est pas obligé de les inciter à investir en France. On n'est pas obligé de les laisser aujourd'hui faire prospérer une idéologie islamiste dans les cités françaises. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. Je prolonge la question d'Anne. Vous seriez au pouvoir. Vous dénoncez avec des mots très forts l'emprise du Qatar, un certain nombre de dispositions, des conventions fiscales. Est-ce que cette ligne-là n'empêcherait pas la France de négocier avec ce qui c'est un état de fait, on peut le regretter, un intermédiaire pour libérer un certain nombre d'otages. Mais une fois de plus, je reprends votre raisonnement à l'inverse. Donc quoi? Donc il faut que l'ensemble des puissances du Moyen-Orient puissent avoir tapis rouge en France pour certaines d'entre elles en faisant se développer l'idéologie islamiste dans notre pays. Parce que si un jour il y a des otages qui sont la conséquence de cette idéologie islamiste, du coup ils seront les bons intermédiaires pour nous aider. Mais enfin, et donc si vous étiez au pouvoir, vous refuseriez de négocier avec le Qatar? Non, mais la question elle est assez simple. Mais non, la question que vous êtes en train de me poser, c'est de savoir s'il faut maintenir des relations privilégiées avec le Qatar ou pas. Je vous dis non. Diplomatique. Qu'il y ait des canaux diplomatiques avec ces pays, c'est évident. Et de toute façon, il y en a pour plein de raisons, y compris sur le plan énergétique, sans pour autant qu'on aille jusqu'à une relation privilégiée. Donc évidemment,
évidemment que de toute façon, quand il y a des otages, il faut utiliser tous les canaux diplomatiques possibles. Ça me paraît logique. Voilà. Mais une fois de plus, posons le problème en amont et regardons les raisons pour lesquelles aujourd'hui ce conflit, qui est un conflit israélo-palestinien, est importé dans notre pays. Et quand je vois, pardon, je permets de rebondir là-dessus, que dans des manifestations aujourd'hui pro-palestiniennes, on entend le cri Allahu Akbar, qui est quand même le cri de guerre terroriste, qui fait que... qui est aussi ce que disent les croyants musulmans quand ils font la prière. Oui, enfin, excusez-moi, hein, mais je pense que si là, vous n'aviez pas eu l'interruption que vous avez eue, mais vous aviez entendu Allahu Akbar crier très fort dans les coulisses, je ne sais pas si vous ne seriez pas mis sur votre pupitre. Pardon Marion Maréchal, mais je ne crois pas que sur ce plateau, ce soit une mosquée ou un endroit où il y a des fidèles qui viennent faire la prière. Je pense que si vous aviez entendu Allahu Akbar dans les coulisses, vous auriez plutôt mis sous votre pupitre que c'est un cri religieux de paix et de fraternité. Voilà. Pour une raison très simple. Aujourd'hui, dire Allahu Akbar sur la voie publique, c'est une... Excusez-moi, mais là, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que quel rapport entre Allahu Akbar et le soutien aux populations palestiniennes et aux enfants morts sous les bombes? Quel rapport? Ça veut donc dire, ça atteste, ça confirme que nous ne sommes pas seulement dans un conflit géopolitique et une guerre de territoire, mais que nous sommes bien aujourd'hui vers un glissement dans une guerre de religion et un glissement islamiste. Et on reviendra dans un instant sur la question des manifestations pour Palestine. C'est ce que montre Israël et c'est ce que montre aujourd'hui... Une précision de la part d'Olivier. Voilà, une question d'ordre diplomatique. Est-ce que vous soutenez la proposition, la solution française qui est portée par Emmanuel Macron, qui est celle de la constitution de 2 États et donc de la reconnaissance d'un État palestinien? Oui, je le soutiens pour une raison simple, c'est que c'est d'ailleurs une mesure défendue également par un certain nombre d'anciens directeurs du Mossad. C'est assez intéressant de dire que si nous voulons garantir la sécurité durable d'Israël, il n'y a pas d'autre solution qu'un État palestinien pour avoir un interlocuteur officiel à qui on peut d'ailleurs demander des comptes, stabiliser la situation, éviter évidemment les poches éruptives et clarification aussi. Votre ancien parti, le Front National, quand c'était le Front National et que vous y étiez, n'était pas toujours très clair sur cette position. Vous demanderez au Rassemblement national ce qu'il en est aujourd'hui. Il leur arrive de changer d'avis. Mais en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui peut garantir la sécurité des populations, et notamment d'Israël. Et je ne vois pas d'autres ports de sortie. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des conditions. Et je n'imagine pas qu'il puisse y avoir la création d'un État palestinien sans qu'il y ait en amont la dissolution et la demande de dissolution du Hamas. Parce que si demain, vous mettez le Hamas au pouvoir dans un État palestinien, c'est-à-dire que vous créez un califat, vous créez un Daesh bis. Et ça, ce n'est pas possible non seulement pour Israël, mais même pour nous-mêmes. Européens et français, nous serions directement menacés. Marion Maréchal, après le tweet de Karim Benzema sur les victimes des bombardements à Gaza, vous avez demandé à ce qu'on lui retire son ballon d'or et sa nationalité française, alors qu'il n'y a rien sur le fond qui permettrait de le déchoir de sa nationalité, sur le fond, en droit. C'est juste pour faire le buzz, cette proposition ? Non, c'est pas pour faire le buzz. D'ailleurs, je rebondis d'abord, rappelons-le quand même, sur une déclaration de Gérald Darmanin qui affirme qu'il a des liens manifeste avec les frères musulmans, ce qui est une assignation extrêmement grave, pour toutes les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, les frères musulmans étant la branche française et européenne d'ailleurs, liée également au Hamas, ils ont la même devise. Le Coran est notre loi, mourir pour Allah est notre objectif, le djihad est notre arme, enfin c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et quand je vois cette information, et que je vois qu'elle s'accumule à une longue liste de récidives. Et ça vous créditez Gérald Darmanin d'avoir des preuves qui établissent un lien entre Karim Benzema et le frère musulman? Parce que quand on lui pose la question, franchement, ça c'est d'accord, ça c'est à lui. C'est à lui d'y répondre. Quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on fait ce genre de déclaration, j'ose espérer quand même qu'on a des preuves. Maintenant, ce qui est, en tout cas, ce que je relève, c'est que nous avons un homme qui s'est manifesté, s'est distingué plutôt par un certain nombre de déclarations, pour le coup sans ambiguïté. Je rappelle qu'il a quand même liké une publication qui justifiait quand même l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty. C'est un homme qui est allé vivre en Arabie Saoudite et qui explique, je le cite, j'ai ces phrases, c'est intéressant, je souhaite à tous les musulmans d'aller là-bas parce que c'est là où il y a la vérité. Quand tu es musulman, c'est là que tu es dans le vrai. C'est un homme qui refusait de chanter la Marseillaise, qui crachait d'ailleurs au moment de la Marseillaise. Il avait déclaré à l'époque « La France, c'est pour le côté sportif, mon pays, c'est l'Algérie ». Donc c'est vrai que... symboliquement, si... Que Karim Benzema est une pratique rigoriste de l'islam, c'est une chose, et effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de le constater. De là à dire qu'il faut le déchoir de sa nationalité pour cette raison, qu'est-ce qui vous permet non seulement de le dire, et surtout d'imaginer que vous avez la capacité de le faire? C'est très simple. Si le ministre de l'Intérieur dit vrai et qu'il a vraiment des liens avec les frères musulmans, ça veut dire que si, à cette longue liste d'actes et de propos anti-français, voire d'apologie du terrorisme, parce que quand vous justifiez la mort et par décapitation d'un professeur en likant un tweet, ça ressemble quand même à de l'apologie. Que par ailleurs, le ministre nous explique aujourd'hui qu'il aurait des liens avec un courant islamiste dangereux pour la France, ça me semble pouvoir justifier une déchéance de nationalité. Maintenant, là où vous avez raison,
c'est qu'en l'état actuel du droit, nous ne pouvons pas le déchoir de la nationalité. Et c'est bien le problème. Et c'est bien le problème, c'est qu'à un moment donné, derrière d'ailleurs tous ces phénomènes, il y a, vous avez raison, la question du cadre législatif aujourd'hui sur les expulsions, qui est beaucoup trop restrictif et qu'il faut élargir. Il est français, mais il est franco-algérien, mais il est né en France. Bah oui, il est double national, et donc à ce titre, on devrait pouvoir donc déchoir. C'est quoi, c'est pas un vrai Français? On devrait pouvoir déchoir de. Mais excusez-moi, un homme qui explique la France c'est pour le côté sportif, mon vrai pays c'est l'Algérie. Pour vous, c'est un vrai Français? Enfin, excusez-moi, mais en fait, le français c'est pas juste un bout de papier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un choix qu'il a fait. C'est aussi sportif. une allusion. Bah oui, d'accord. Donc c'est quoi? C'est un Français, Français de papier, c'est ça? La France, c'est pour le. Bah, je sais pas quelle autre définition on peut donner d'un Français de papier. Enfin, bonjour, c'est la démonstration absolue du Français de papier, c'est-à-dire que le type qui assume d'avoir des papiers français, mais qui dit mais en fait ça vaut rien pour moi, c'est pas mon pays ça, mon pays c'est l'Algérie en fait. Voilà. Et puis en même temps je vais cracher pendant qu'on chante la Marseillaise. Il n'a pas empêché de jouer en équipe de France. Moi je suis désolée de vous dire un joueur admiré par. Oui, très bien, beaucoup. D'accord, mais c'est pas ce qui m'intéresse là en l'occurrence. Ce qui m'intéresse c'est que s'il a des liens structurels avec les frères musulmans, et ça pour le coup pardon, mais c'est à Gérald Darmanin d'en répondre. C'est pas à moi, c'est lui qui fait la déclaration. Là en effet c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça pose la question d'ailleurs de la possibilité d'étendre la déchéance de nationalité. Aujourd'hui, possibilité qui est extrêmement réduite. Alors même que nous aurions besoin de déchoirs pour pouvoir expulser, notamment quand il s'agit de fichiers S doubles nationaux qui représentent une part significative. Et là, ça ne peut passer en effet que par une réforme constitutionnelle. Et là, on attend le président de la République et la possibilité de passer par un référendum. Le patron de votre formation politique, Éric Zemmour, est allé jusqu'à faire un lien entre, non pas Karim Benzema et les frères musulmans, mais Karim Benzema et l'assassinat de Dominique Bernard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il a dit un lien direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Plus précisément, quand vous reprenez l'ensemble de son raisonnement, c'est très simple. Il reprend d'ailleurs la phrase de Gilles Kepel, cette explication ce qu'il appelle le djihadisme d'atmosphère. Se reprend d'ailleurs aussi Gérald Darmanin, qu'il semble découvrir, qui fait qu'il y a aujourd'hui un continuum entre une pratique de l'islam rigoriste, notamment celle des frères musulmans, mais pas seulement, et le djihadisme et le passage à l'acte terroriste. Ça veut dire que tout est lié et que si vous ne vous attardez pas sur la question d'abord de l'idéologie islamiste, vous ne pourrez pas régler la question islamiste seulement sur le plan sécuritaire. Et là, nous avons des exemples étrangers très intéressants. Par exemple, en Autriche, ils ont interdit les frères musulmans. Ça veut dire que Pardon, le Marie fait... Maréchal, mais juste vous ne répondez pas à la question posée par Anne. Si, le lien qui est un continuum entre l'islamisme et les drames qui peuvent y avoir. Un lien direct. Il a pas dit Karim Benzema. Ça rend Karim Benzema quasiment responsable de l'assassinat de Dominique Bernard. Quand on dit il y a un lien direct. Je suis désolée, mais moi j'ai regardé l'extrait juste avant de venir. Je me suis douté que vous m'interrogeriez là-dessus. Et je vois très bien ce qu'il a voulu dire et c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas dit Karim Benzema a tué Dominique Bernard. Évidemment, ce serait ridicule et ce serait grotesque. Par contre, il dénonce le fait. Mais donc vous redites qu'il y a un lien direct entre les deux. Il y a un continuum entre l'islam rigoriste et en effet le passage à l'acte terroriste. Et d'ailleurs, ça recoupe votre question de tout à l'heure. Si on se contente de ne répondre à la question terroriste et djihadiste uniquement sur le plan sécuritaire, en mettant des caméras de reconnaissance faciale et un policier derrière la rue, mais qu'on ne s'attaque pas en amont à la question idéologique et à toutes les ramifications des organisations, on ne répondra pas au problème. Et j'y reviens, en Autriche, ils ont interdit ce courant des frères musulmans qui est classé comme terroriste. Ils ont interdit toute détention, diffusion de leurs slogans, de leurs penseurs, de leurs idées. Voilà. Et ça, c'est une manière évidemment de pouvoir poursuivre et condamner beaucoup plus efficacement. Donc inspirons-nous de cela et ce sera plus efficace. Quand vous dites un continuum entre la pratique rigoriste de l'islam et le terrorisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un musulman qui est très pratiquant, pour vous, il est nécessairement suspect? Excusez-moi, mais quand un musulman, en l'occurrence comme Karim Benzema, like le tweet justifiant la décapitation d'un professeur comme Samuel Paty au prétexte qu'il aurait insulté l'islam, vous ne voyez pas de continuum, vous? La question, c'est est-ce que pour vous voyez un continuum, un musulman qui a une pratique non, mais j'ai très bien compris votre question et je viens de vous répondre. Et on peut lui imputer des velléités terroristes. Non, mais je viens de vous répondre. Voilà. Je vous repose il n'y a la pas question. de continuum. Je vous repose la question. Donc vous avez est-ce que pour vous, un musulman avec une pratique rigoriste qui like un tweet qui justifie la décapitation de Samuel Paty parce qu'il a insulté l'islam, est-ce qu'il y a un continuum? Généralement, vous me parliez du Il n'est pas passé à l'acte, il a liké un tweet. Plus généralement, vous me parliez du continuum. Oui, c'est un continuum. Tout musulman qui a une pratique stricte de l'islam est suspect à vos yeux? Excusez-moi, quand on a une pratique rigoriste de l'islam, qui en l'occurrence défend l'application de la charia, la lutte contre les juifs et les mécréants, comme le font aujourd'hui un certain nombre d'imams dans notre pays, oui, ça participe du continuum. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est pas eux qui vont directement avec le couteau, c'est pas eux qui vont directement égorger, mais c'est ceux qui participent justement d'une radicalisation et d'un entraînement au passage à l'acte sur les esprits les plus violents et les plus faibles. Donc oui, il y a un continuum
continuum, évidemment. mais vous ne dites pas lien direct. Bah, c'est ce qu'a voulu dire Éric Zemmour. Mais c'est parce Je que vous le confirme. Mais vous ne reprenez pas cette expression. Marion Maréchal, cet après-midi aura lieu à 15h une manifestation place de la République à Paris pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza et un cessez-le-feu. Elle n'a pas été interdite par la préfecture, mais je cite, aucun débordement ne sera toléré. C'est ce que dit la préfecture de police de Paris. Est-ce que c'est bien que les défenseurs de la cause palestinienne puissent manifester ? Alors, sur la question donc, de ce risque terroriste et en même temps la question idéologique, j'ai envie de dire, de prise de position politique qu'il y a derrière, il y a, selon moi, il faut s'en tenir à la loi. La loi, c'est on interdit une manifestation lorsqu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Voilà. Même si cette manifestation, d'ailleurs, nous déplaît très fortement, parce que moi, elle me déplaît, ce que j'entends, ce que j'y vois me déplaît. Mais on ne peut pas sortir de ce cadre, parce que si on commence à sortir de ce cadre, on imagine bien qu'il y aura toute forme d'abus. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une prise de position qui heurte, qui choque, qui est condamnable, on devra l'interdire par principe. Donc si le ministère a considéré qu'il n'y avait pas de risque de débordement au regard de ce qui s'était déjà passé, je ne vois pas de raison objective de l'interdire, même si évidemment ça me désespère, parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs surtout les manifestations qui ont eu lieu juste après l'attentat et les attentats qui ont eu lieu en Israël disent quand même quelque chose derrière le soutien à la cause palestinienne, une fois de plus d'un glissement vers un clivage qui est avant tout un clivage islamiste et qui s'est manifesté une fois de plus à travers le fait de crier Allah Akbar, qui n'a, me semble-t-il, de prime abord, rien à voir avec le soutien Ça fait aux des enfants soutiens du palestiniens. terrorisme pour vous ? Pardon ? Quand vous entendez ces voix dans la foule de manifestants crier à Excusez-moi, j'ai pas l'Akbar, entendu votre est-ce question. que cela fait des soutiens du terrorisme ? Bah, je trouve ça ambigu. Quand on sait que, excusez-moi, une fois de plus, c'est ce cri qui a retenti avant la décapitation de Samuel Paty, avant la mort de Dominique Bernard, et qui a retenti au Bataclan, qui a retenti à Nice. Le crier dans les circonstances actuelles, après ce qui se passe en Israël, en manifestation, alors même qu'une fois de plus, ça n'a rien à voir, ce cri, avec le fait de soutenir les populations palestiniennes, dit quand même quelque chose aujourd'hui d'une forme de séparatisme de la population française qui met dans le même sac la France, Israël, considère que ces États sont des États de toute façon mécréants, qui se dressent face à l'avancée du Mais djihad alors, vous, international. ministre de l'Intérieur, vous auriez demandé à faire interdire cette manifestation ? Je n'ai pas tous les éléments du ministère de l'Intérieur. Moi, je vous dis une fois de plus, mon critère, c'est est-ce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Voilà. Ça, Et donc il vous faut dites, c'est mais il faut avoir des éléments de renseignement. Là, en vous dites qu'il n'y a l'occurrence, pas de raison de en toutes les l'occurrence, interdire. il n'y a pas de raison sur le principe de toutes les interdire, parce que malheureusement, ou heureusement, d'une certaine manière, dans notre système démocratique, les opinions doivent pouvoir s'exprimer, aussi détestables et condamnables soient-elles. Maintenant, la limite, c'est la violence, c'est l'appel à la haine, c'est l'apologie du terrorisme, c'est le risque de trouble à l'ordre public. Donc c'est ça qui doit être le critère. Mais c'est vrai que je comprends qu'il y ait dans un premier temps une volonté de les interdire, pour une raison simple. C'est ce qui d'ailleurs a été fait. Et au légitime, début. quand on voit pour le coup les débordements hallucinants qu'il y a eu dans d'autres capitales européennes. Parce que dans d'autres capitales européennes, il y a eu des manifestations telles que celle-ci dans lesquelles on criait « mort aux juifs, mort aux coupables, aux koufars », donc mécréants, vive l'État islamique, pardon pour voilà, tous ces termes outranciers, mais il y a eu des débordements extrêmement graves. Donc dans un premier temps, ça ne me paraissait pas du tout illégitime que le gouvernement, au regard de ce qui s'était passé, les interdise. D'autant plus qu'on sait qu'il y a une infiltration également dans ces manifestations d'organisations d'extrême gauche, notamment Antifa et Black Bloc, dont le mode d'action est précisément la violence. Il nous reste quelques minutes, Marion Maréchal. Un mot politique. Vous êtes tête de liste aux européennes pour votre parti, Reconquête, rappelons-le. Et si l'on en juge les sondages, il n'y a pas vraiment de dynamique. Celui de mercredi, sondage IFOP pour le Figaro. Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National, est à 28%, loin devant la majorité présidentielle qui est testée à 20%. Et vous êtes à 6% derrière même les Républicains. Est-ce qu'il n'est pas temps de se retirer et de rejoindre Jordan Bardella qui appelle au vote utile? Non, mais alors déjà, d'une part, pardonnez-moi, mais la campagne n'a pas commencé. C'est-à-dire que nous sommes au tout début, et d'ailleurs nous avons fait le choix, et précisément, bon, alors vous savez, la fois dernière, les Républicains étaient à 15%, ils ont fini à 8%, et la fois dernière également, Monsieur Jadot était à 6% dans les sondages, et il a fini à 13%. Donc je pense qu'il faut toujours se garder d'avoir des jugements... Pardon, mais on a comme le sentiment qu'elle a un petit peu commencé. Et pardonnez-moi, que là, les événements... mais il faut toujours se garder de voir des jugements définitifs sur qui va être gagnant et perdant quand on est à 8 mois d'une élection. Nous, on a fait le choix de partir tôt précisément parce que nous savons que nous sommes un mouvement en cours d'installation qui n'a seulement que 2 ans avec une ligne à faire connaître.
Donc nous allons progresser. Moi, je trouve ça plutôt encourageant de commencer une campagne en ayant déjà l'assurance, d'après les sondages, d'avoir 6 députés européens. Nous en avons 0 à l'heure actuelle. Maintenant, c'est le défi qui est le mien. C'est justement de faire grandir cette liste. Mais c'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à Jordan Bardella qui dit, lui, voilà, moi je suis le vote efficace? Alors, reprenez pas les termes de Jordan Bardella qui explique que je n'ai aucune plus-value, parce que moi je considère que c'est les électeurs de juger. Non, mais c'est une question qui est posée en termes de ligne politique. Qu'il y a une plus-value ou une moins-value. Mais en l'occurrence, si les Français ont envie d'avoir au Parlement européen un parti qui défend non seulement l'identité, mais aussi une lecture, j'ai envie de dire, de droite de l'économie, qui défend le travail, qui lutte contre l'assistanat, qui s'engage de manière déterminée contre la propagande woke et LGBT, qui défendent l'union des droites. Bah non, pardon, sur tous ces sujets, il y a des différences, bien sûr. Et ben dans ce cas-là, oui, je suis leur candidate, et c'est le jeu démocratique. Il y a une ligne différente, il y a des points de convergence, évidemment, mais il y a aussi des points de divergence. Et quand on prend tous ces éléments, c'est l'accumulation de tout ce qui fait notre singularité et notre plus-value dans le paysage politique. Pour vous? Mais c'est pas une question d'être light, ou c'est une question d'être différent. Voilà, typiquement, je vous donne un exemple. Il y a encore une dizaine de jours, on a parlé à travers l'Assemblée de la mise en condition, du durcissement des conditions pour le RSA et le fait de pouvoir donner des heures d'activité en face de ce RSA. Bah, nous avons par exemple le Rassemblement national qui, lui, a refusé de priver le RSA aux personnes étrangères, et qui a refusé qu'on puisse demander des heures d'activité en face. Moi, je suis de celles qui considèrent que oui, on doit pouvoir durcir les conditions d'accès au RSA et le réserver aux personnes de nationalité française. Voilà une différence toute simple qui existe et qui justifie le fait que nous puissions parler à des Français auxquels ils ne parlent pas. Et une dernière question d'Anne. Si à la fin vous obtenez moins de 5% aux européennes, qu'est-ce que vous faites? À la fin, vous gommez ces différences, vous pourriez refaire l'union des droites avec le Rassemblement national, ou cette parenthèse politique sera terminée pour nous, vous quittez. Mais je vais pas raisonner de la sorte, parce que moi aussi, mon objectif dans la vie, c'est de défendre des idées. Je suis pas en train de gérer ma carrière. Je veux dire, si c'était ça, si c'était uniquement ça, vous savez, je serais retournée directement au Rassemblement national. J'aurais pas perdu de temps, ou alors je serais allée chez Emmanuel Macron, parce qu'a priori c'est lui qui a gagné les élections présidentielles. Donc moi, je suis là pour défendre des idées. Les idées vont pas disparaître au lendemain des européennes, donc je vais les amener le plus loin possible. Mais je suis sûre, vous verrez que nous créerons la surprise en réalité. Merci beaucoup, Marion Maréchal, d'avoir été l'invitée de cette émission un petit peu perturbée. Et je tiens à profiter de la fin de cette émission pour présenter encore une fois toutes nos excuses aux téléspectateurs de BFM TV, à ceux qui nous ont regardés. Ces 2 intrusions sur le plateau sont évidemment et étaient évidemment indépendantes de notre volonté. Nous les regrettons et nous vous annonçons d'ailleurs que BFM TV a décidé de porter plainte contre ceux qui sont responsables de ces 2 interruptions. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup Olivier Beaumont. Ça fait beaucoup d'émotions pour dimanche matin. Pour retrouver dans un instant Dominique Rizet et Philippe Gaudin pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche à 18h avec un invité, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Ce sera à 18h. Belle journée.